Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Colin Champagne, je suis le directeur philanthropique de la Fondation franco-albertaine. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette présentation Testament et succession dans le cadre de la Semaine des Testaments, Wills Week. Merci beaucoup à Edmonton Community Foundation, notre partenaire qui nous aide dans l'organisation de cette session ou qui organise plutôt cette session à chaque année avec nous et l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta. Sur ce, je passerai la parole à Noel de Edmonton Community Foundation. Merci, Colin. And hello to everyone on the call today. Sadly, my French is not as good as my name implies, so I will be welcoming you on behalf of the Edmonton Community Foundation in English before we turn the session back over to our friends in French. The Edmonton Community Foundation has been presenting Wills Week for over 20 years now because we believe it's a very strong and important position for Edmontonians to learn about so that they can have a proper will in place and all of the other estate related documents. This helps families and it helps our community. We see a lot of wills come across our desks, and unfortunately, a poorly planned or a non-planned at all will or estate can lead to family difficulties, can lead to legal issues. And so we want to make sure that we are equipping our community members with the best possible information. And we're thrilled to have a wonderful lawyer here with us today to provide her expertise. And so before I turn it over to our friends at the Alberta Legal Information Center to introduce her, just a quick housekeeping point, which Ida will reiterate in a moment in French. If you've got questions for our lawyer presenter today, please remember to put them in the Q&A. We will not be monitoring the chat. So if you have a question for our lawyer, please be sure to put it into the Q&A, and then we will ask our lawyer the questions on your behalf at the end of her presentation. And so without further ado, I will now turn it over to our friends Ida Itsuze at the Alberta Legal Information Center to introduce Carmen. Oui, merci beaucoup, Noël. Oui, je vais vous présenter. Bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter Carmen Boucher, qui est notre avocate aujourd'hui, qui va nous donner la présentation. Carmen Boucher aide les familles à se préparer et à traverser des moments très difficiles en tant qu'avocate avec cabinet Curimo. Carmen conseille des clients dans les domaines de la planification testamentaire, de la préservation du patrimoine familial et de la tutelle et de la curatelle d'adultes, de la création et de la gestion des fiducies, de l'administration et de l'homologation des successions, ainsi que dans tous les aspects du droit de la famille. Elle est très forte d'une expérience acquise au sein d'un petit cabinet de des avocats et du plus grand cabinet d'avocats au monde. Carmen se passionne pour la prestation des services de qualité à tous ses clients en veillant à ce qu'ils comprennent les options qui s'offrent à ces et les résultats potentiels de ces choix. Née dans un très petit village francophone du nord de l'Alberta, Carmen est très attachée à la culture française et soutient son développement et son épanouissement en siégeant au conseil d'administration de la Cité francophone ainsi que le centre communautaire d'Edmonton. Hors du travail, Carmen aime faire du camping, voyager et essayer de réduire son score moyen au jeu du quotidien Worldly du New York Times. Alors, elle est très engagée dans la communauté. Elle est membre du conseil d'administration de la Cité francophone, membre du conseil d'administration du centre communautaire d'Edmonton. Elle est aussi membre de l'Association des juristes d'expression française. Concernant sa formation et affiliation professionnelle, Carmen est membre associé de Society of Trust and Estate Practitioners. Elle est membre du barreau de l'Alberta
membre de l'Université de l'Alberta, faculté de droit, Juris Doctor. Et puis, elle a un diplôme en technologie des systèmes informatiques. Alors, c'est Carmen, c'est à vous la parole aussi. Comme Noël a mentionné, on ne va pas les garder dans les chats, mais si vous avez des questions, vous pouvez comme mettre les questions dans la section questions et réponses. Carmen, à vous la parole. Ah oui, merci beaucoup Ida et Noël. Alors, bonjour tout le monde. Oui, comme nous avons dit, aujourd'hui, nous allons discuter les testaments et successions. Alors, juste un petit rappel que qu'est-ce qu'on discute aujourd'hui, c'est seulement de l'information et ce n'est pas des avis juridiques. Alors, pour discuter votre situation spécifique, je vous avise de voir un avocat ou une avocate et aussi l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta peuvent vous aider à trouver un avocat francophone si c'est ça que vous préférez. Alors, l'agenda pour aujourd'hui, nous allons commencer par discuter pourquoi vous devriez avoir un plan successoral, qu'est-ce qui se passe en cas d'une maladie, qu'est-ce qui se passe au moment du décès, quelles circonstances particulières dans votre situation pourraient avoir un effet sur votre plan. Et comme Noël va mentionner, qu'est-ce qui se passe si vous ne planifiez pas votre succession? Alors, pourquoi devriez-vous avoir un plan successoral? Alors, on sait bien, je pense, tous nous, que la vie, elle peut se passer très vite, puis ça se passe si vous avez un plan ou non. Alors, pour vous assurer que vos proches seront bien soignés, si vous n'avez pas la capacité de faire vos décisions ou après vous êtes décédé, c'est important de préparer les documents nécessaires. Alors, en faisant votre plan, c'est vous qui décidez qui va faire les décisions dans votre place. Et c'est aussi vous qui vous allez décider qui va prendre vos décisions médicaux si vous n'avez pas la capacité à le faire vous-même. Alors, le premier document qu'on suggère préparer, c'est une directive personnelle, ce qui en anglais on appelle la Personal Directive. Alors, ça, c'est un document juridique que vous rédigez en cas que vous ne pouvez pas rendre vos propres décisions pour n'importe quelle raison. Ça peut être que vous avez été d'un accident, vous êtes d'un coma, ça peut être quelque chose qui va rester long terme, mais ça peut être temporaire. Alors, la directive personnelle prend effet quand vous n'avez plus la capacité mentale. Alors, dans le document, vous nommez un mandataire qui va faire vos décisions personnelles pour vous durant cette période. Alors, c'est vos décisions personnelles comme où est-ce que vous vivez, c'est aussi vos décisions médicaux. Alors, en faisant ce document, ça enlève vraiment le stress de la personne que vous nommez parce que dans le document, vous pouvez préciser exactement les soins que vous voulez dans certaines situations. C'est aussi important que vous choisissez les personnes qui sont prêtes à faire ces décisions-là. Les décisions médicales, ça peut être vraiment difficile pour des personnes à faire ça pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est important d'avoir ce document qui leur donne un peu une idée de qu'est-ce que vous voudriez si vous-même pourriez faire les décisions. Alors, c'est un document volontaire, évidemment, que vous signez et vous mettez vos souhaits
en cas, comme mentionné, en cas de coma, si la incapacité est permanente. Alors, on parle aussi dans le document si vous voulez donner des organes. Évidemment, si votre décès ne peut plus être évité. Alors, comme mentionné, dans le document, vous pouvez faire connaître les autres personnes exactement qu'est-ce que vous voulez. Pour préparer ce document, vous devez avoir au moins 18 ans et avoir votre propre capacité au moment que vous signez le document. Alors, en faisant ça, ça vous laisse garder le contrôle de qu'est-ce qui va se passer avec vous et votre corps et vos décisions. Vous pouvez préciser que vous voulez rester à la maison aussi longtemps possible ou non. Vous pouvez préciser qu'est-ce qui se passe si les docteurs ne pensent pas que vous allez revenir de votre incapacité. Alors, il y a un autre document aussi que je suggère normalement que les personnes avec la directive personnelle qu'ils remplissent. C'est avec Alberta Health Services. Si vous allez sur leur site, ils ont quelque chose qui s'appelle le Green Sleeve. En français, I guess, on dirait une manche verte. Mais c'est quelque chose que vous préparez avec votre médecin. Puis ça donne plus de direction, plus spécifique dans les termes que les médecins comprennent mieux ou dans leurs termes. Alors, c'est quelque chose que je suggère de préparer avec votre directive personnelle. Et là, ça donne plus d'informations à votre mandataire exactement sur les soins que vous voulez. Par exemple, vous pouvez être très spécifique. J'avais une madame qui avait mentionné que si elle n'avait pas la capacité pour faire ses propres décisions, qu'elle voulait faire coiffer ses cheveux et faire ses ongles chaque semaine. Alors, quand c'est arrivé le temps qu'elle n'avait plus la capacité de faire ses décisions, c'est bien ça que son mandataire a fait. Chaque semaine, elle se faisait coiffer et faire ses ongles. Alors, même si elle ne pouvait pas prendre des décisions parce qu'elle avait pensé à ça avant, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, le deuxième document qu'on suggère, c'est une procuration perpétuelle. En anglais, c'est un Power of Attorney. Alors, encore, c'est un document juridique que vous rédigez pour donner à quelqu'un d'autre le droit de gérer vos affaires financières pendant que vous ne pouvez pas. Alors, en Alberta, la loi interdit qu'une autre personne prenne automatiquement vos décisions financières. Alors, vous devez nommer quelqu'un de spécifique dans ce document. Encore, vous nommez un mandataire. Il y a deux types de procuration perpétuelle. Ça peut être immédiate ou en cas d'incapacité. Alors, vous pouvez décider que vous voulez partir pour 2 mois, puis vous avez besoin de quelqu'un d'être ici pour gérer vos décisions financières. Alors, j'ai déjà eu un monsieur qui est venu, qui voulait aller vivre avec les moines à Népal pour 6 mois. Alors, il avait rédigé une procuration perpétuelle disant que sa femme pouvait faire toutes ses décisions tandis qu'elle était partie. Vous pouvez aussi préciser que quelqu'un peut juste gérer, disons, un compte bancaire spécifique pour une raison ou une autre. Alors, ça, c'est d'habitude dans le cas immédiat. L'autre cas, c'est si vous n'avez pas la capacité à faire vos décisions. Pareil comme la directive personnelle, mais ce document, comme mentionné, c'est pour les décisions financières. Alors,
le mandataire que vous nommez, vous pouvez nommer plus qu'une personne à travailler ensemble. Normalement, je suggère de ne pas nommer plus que 2 personnes juste parce que c'est vraiment difficile à gérer. Toujours avoir plus que 2 personnes à se présenter ou à signer des documents. Le ou les mandataires doivent avoir au moins 18 ans et eux, évidemment, ils doivent avoir la capacité mentale pour faire cela. Normalement, on vous demande aussi, particulièrement si vous nommez seulement un mandataire, c'est de nommer un remplaçant, au moins un remplaçant, pour faire certain qu'il y a quelqu'un qui est disponible pour faire vos décisions. Si vous nommez plus qu'un mandataire, disons 2, vous devriez mentionner dans le document comment qu'ils feront des décisions quand il y a des désaccords. Alors, peut-être vous nommez qu'il y a un des 2 qui a la dernière décision à faire. Mais c'est juste quelque chose à penser quand vous préparez le document. Alors, encore, c'est vos directives écrites et c'est volontaire de préparer ce document. Les pouvoirs du mandataire, comme mentionné, ça peut être exactement tout ce que vous pouvez faire ou ça peut être plus spécifique. Alors, vous pouvez dire qu'ils peuvent vendre vos terrains ou qu'ils ne peuvent pas. Peut-être vous allez préciser que ça va être différent si votre incapacité est temporaire ou si elle est permanente. Alors, pour exécuter le document, vous et votre témoin, Oui, pour le document soit considéré comme une procuration perpétuelle, il doit indiquer soit qu'il va devenir en vigueur à votre incapacité ou qu'il va continuer si vous devenez incapacité. Par exemple, si c'est immédiat pour, disons, prendre soin d'un compte bancaire, puis tandis que la personne est votre mandataire, vous perdez votre capacité, bien là, leur responsabilité continuera jusqu'à temps que soit vous retrouvez votre capacité ou qu'il y a une ordonnance de la Cour. Juste une note aussi, c'est que si vous jamais agissez en vertu d'un mandataire, ou une mandataire pour quelqu'un sous une procuration perpétuelle ou une directive personnelle, c'est très important de garder un bon record de vos décisions et de vos actions. Parce qu'une fois que la personne retrouve sa capacité, ils peuvent évidemment regarder qu'est-ce que vous avez fait durant ce temps-là. Et si leur capacité devient permanente, autres personnes qui sont intéressées, qui sont proches de la personne, ils peuvent vous questionner aussi pour voir qu'est-ce qui est arrivé avec les finances de la personne ou leurs soins médicaux. Alors, si vous n'avez pas une procuration perpétuelle ou une directive personnelle et il y a une situation urgente, vous êtes un accident, vous êtes un coma, ou si c'est quelque chose de plus graduel, mais que là maintenant vous n'avez pas la capacité. Et une fois que vous n'avez pas la capacité, vous ne pouvez plus préparer ces documents. Alors, dans ce cas-là, c'est possible pour quelqu'un de faire une application à la Cour pour une tutelle et curatelle pour adultes. Ils peuvent aussi demander des co-décideurs avec vous. Alors, si vous avez encore une portion de capacité, mais peut-être pas complète, ils peuvent juste demander pour avoir le droit de vous aider
avec vos décisions et d'avoir les informations concernant vos soins. Alors, quand ça c'est nécessaire, c'est certain qu'il y a des coûts supplémentaires. Si vous demandez de l'aide d'un avocat ou avocate, normalement, les frais sont de 3 000 à peu près 6 000 et il y a des frais aussi pour les rapports médicaux qui sont nécessaires pour l'application devant les juges. Quand cette application est préparée, le tuteur public appelle les références de les personnes qui demandent d'être nommées comme tuteur. Et certaines personnes trouvent ça un peu intrusif. Alors, pour éviter ça, c'est une meilleure idée de préparer les documents. Aussi, souvent, si c'est une ordonnance de la Cour, c'est seulement pour une période déterminée. Et une fois que cette période, on arrive à la fin de la période, si la personne n'a encore pas retrouvé leur capacité, c'est nécessaire de faire une autre application devant la Cour. Alors, on va avoir tous les coûts encore une deuxième fois. Et de plus, souvent, le juge ou la juge ordonne que le tuteur doit donner un rapport régulier à la Cour. Alors, encore, il y a des frais alentour de ça. Alors, ces deux documents-là sont durant votre vie. Vous êtes encore avec nous, mais seulement vous n'avez pas la capacité à faire vos décisions. Alors, maintenant, on va discuter au moment de décès. Alors, le moment que vous êtes décédé, les pouvoirs qui sont donnés dans une directive personnelle ou une procuration perpétuelle ou une ordonnance de la Cour pour une tutelle ou curatelle ou quelqu'un pour faire les décisions avec la personne, toutes ces responsabilités et les droits de ça, ils finissent au moment du décès. Alors, ils ne sont plus en place. Les mandataires ne peuvent plus gérer les décisions pour la succession de la personne qui est décédée. Alors, s'il n'y a pas de testament, on ne sait pas c'est quoi le plan, c'est qui est responsable. Alors, pour éviter beaucoup de tracas pour votre famille, puis d'être nécessaire de passer devant la Cour, c'est important d'avoir un testament. Il y a des circonstances particulières que vous devriez prendre en considération en vous préparant pour rédiger le testament. Alors, des exemples, c'est votre dynamique familiale. Peut-être vous avez un conjoint ou conjointe ou partenaire, mais vous n'êtes pas marié. Vous êtes peut-être séparé, mais pas divorcé. Possiblement, vous êtes divorcé et dans une nouvelle relation. Vous pouvez faire partie d'une famille recomposée. Peut-être vous avez des enfants qui sont handicapés ou qui ont des problèmes de santé mentale ou d'addiction. Possiblement, vous avez des enfants qui sont éloignés et qui ne sont plus proches avec vous. Peut-être vous avez des enfants ou des petits-enfants d'une relation avant la relation que vous êtes dans au moment de votre décès. Si vous avez des bénéficiaires qui ont des besoins spéciaux, particulièrement s'ils reçoivent ce qu'on appelle AISH en Alberta, c'est Assured Income for Severely Handicapped. C'est des fonds qui sont donnés aux ceux qui ne peuvent pas travailler par raison des difficultés physiques ou mentales. Et pour eux, s'ils reçoivent
de l'argent, d'une succession, puis c'est au-dessus qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir sur le programme, ils peuvent perdre leur accès au programme complètement. Alors, c'est un point très important à garder en tête si vous avez quelqu'un qui est peut-être dans cette position-là, que vous voulez laisser quelque chose dans votre succession. De plus, si vous avez des bénéficiaires qui sont mineurs et des bénéficiaires qui ont peut-être des problèmes d'addiction, comment est-ce que vous voudriez garantir la protection de qu'est-ce qu'ils reçoivent, parce que peut-être des personnes dans cette position, parfois, ils ne font pas les meilleures décisions financières. Autre circonstance à considérer, c'est vos actifs, quelle sorte de biens que vous avez. Alors, si vous avez une maison de vacances, est-ce que vous voulez qu'elle reste dans la famille? Si oui, est-ce que vous allez laisser une fiducie pour gérer la maison? Ou comment est-ce que vous voyez que ça va se passer si vous avez peut-être plus qu'un enfant que vous voulez qu'il ait accès à la maison? Des objets qui sont spéciaux à la famille. C'est qui vont les recevoir? Comment est-ce qu'ils vont décider? Comment est-ce qu'ils vont être distribués? Est-ce que vous les donnez? Toutes ces décisions-là. Les crypto-monnaies. Est-ce que votre représentant personnel va savoir comment les accéder? Est-ce qu'il va savoir comment gérer ces biens-là? Alors, dans un cas comme cela, c'est possible que vous pouvez gérer une personne, nommer une personne spécifique pour gérer, disons, les crypto-monnaies seulement. Alors, peut-être vous avez une personne que vous voulez qui soit votre représentant personnel pour tout le restant de votre succession, mais que vous savez, vous avez, je ne sais pas, un cousin que eux aussi, ils ont des crypto-monnaies et ils savent comment gérer ça. Alors, vous pourriez nommer cette personne-là juste pour être capable de gérer ce bien-là pour votre succession. Alors, peut-être aussi, vous avez des collections, des autos, des timbres, des œuvres d'art, juste des questions comme est-ce que votre représentant personnel va reconnaître que c'est une collection qui a peut-être de la valeur, soit sentimentale ou financière? Et est-ce qu'ils vont savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Est-ce que ça va à quelqu'un de la famille? Est-ce que vous voulez faire un don à un musée? Alors, c'est important de juste noter vos souhaits pour ces biens-là. Alors, quand on regarde cette diapositive, la première photo, c'est juste une famille qui s'accorde bien après que vous êtes parti. Et la deuxième photo, c'est une famille qui a été fracturée puis est en désaccord. Malheureusement, j'ai vu de nombreuses familles qui vraiment ils se déchirent à cause des questions successorales. Et parfois, c'est pour des raisons que pour ceux qui sont hors de la famille, que vraiment ça semble insignifiant. Mais pour eux, c'est important. Alors, c'est une chose à garder en tête aussi. C'est qu'est-ce que vous voulez que votre famille a de l'air après que vous êtes parti. Alors, en Alberta, il y a 3 formes de testament. Le premier, c'est un testament formel, et nous allons discuter un peu plus qu'est-ce qui est nécessaire pour ça sur la prochaine diapositive. En Alberta aussi, on est une des seules provinces qui reconnaît un testament holographe. Et cela, ça doit être complètement de votre main. Alors, vous devez écrire que c'est bien, c'est votre dernier testament. Vous devez
nommer qu'est-ce que vous voulez, si vous voulez nommer un représentant personnel, si vous voulez dire c'est qui va recevoir votre succession. Vous devez vous assurer que vous datez le document et que vous signez votre nom. Alors, vous n'avez pas besoin de témoin, mais c'est très important que c'est tout dans votre main. Et ensuite, si vous décidez que vous voulez changer quelque chose, c'est important de ne pas écrire sur le premier que vous avez fait et juste écrire un nouveau au lieu. Et le dernier testament, c'est un testament militaire. Et ça, c'est une situation très spécifique, c'est qu'eux, ils n'ont pas nécessairement besoin de témoins. Mais c'est très, très rare qu'on voit ces testaments-là. Alors, un testament formel est valide si le testateur est âgé de au moins 18 ans. Il doit être fait par écrit. Il doit être signé par le testateur en présence de 2 témoins qui, eux aussi, ils signent le document en présence du testateur. Une vidéo n'est pas valide et les témoins ne devraient pas être des bénéficiaires du testament ou des conjoints des bénéficiaires, ni le représentant personnel. Alors, c'est important pour faire certain que la Cour du banc du roi va accepter le testament. C'est très important de suivre tout la loi. Alors, depuis janvier de l'année passée, la Cour du banc du roi n'exige plus qu'un testament rédigé en français soit traduit en anglais. Avant cette date, la Cour aurait accepté un testament en français, mais c'était nécessaire de aussi donner une traduction officielle en anglais. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. Cela dit, moi personnellement, je ne connais aucun avocat en Alberta qui maintenant prépare des testaments en français. Je suis certaine que ça va peut-être venir, mais à ce moment, moi, je ne connais pas personne qui fait ça. Mais c'est sûr, si vous vouliez préparer un testament holographe à votre main en français, cela sera accepté par la Cour. Alors, le contenu d'un testament. Évidemment, nous allons mettre le nom du testateur, une révocation de n'importe quel testament qu'ils avaient préparé avant. On va nommer le représentant personnel. On va nous allons mentionner si le représentant devrait recevoir de la rémunération pour gérer votre succession. Et on laisse aussi des instructions funéraires. Juste pour noter, les instructions pour les funérailles, c'est une partie, presque la seule partie d'un testament que par la loi, le représentant n'est pas nécessairement obligé de suivre les instructions du testateur. Et ça parce qu'il y avait des personnes qui demandaient des choses très différentes ou spécifiques ou qui auraient coûté beaucoup d'argent ou qui n'étaient peut-être pas, suivaient pas la loi, comme emporter leurs cendres sur le haut de Mount Everest ou quelque chose comme ça. Alors, mais normalement, les instructions qui sont laissées pour les funérailles sont suivies. Vous pouvez préciser si vous voulez des certaines chansons. Juste hier, j'ai eu quelqu'un qui a mentionné qu'il voulait des bagpipes pour être joués à leur funérailles. Alors, vous pouvez être aussi général, aussi spécifique que vous voulez. De plus, vous voulez mentionner si vous avez des enfants mineurs et si, par exemple, l'autre parent des enfants est décédé avant vous, là, vous pouvez nommer qui
les personnes qui vont prendre charge de vos enfants. Vous pouvez faire des dons spécifiques. C'est sûr qu'on veut mentionner c'est qui va recevoir qu'est-ce qui reste dans la succession, le résiduel, après que les dons spécifiques sont donnés. Vous pouvez aussi préciser la distribution des biens personnels. Par exemple, si vous avez, disons, une collection de timbres et vous avez plusieurs enfants, vous pouvez préciser que chaque enfant peut choisir un timbre, puis le plus vieux va faire un choix, puis après ça, ils vont tous prendre un tour. Vous pouvez dire que ça va être une loterie ou n'importe quoi que vous voulez vraiment, mais ça aide. Ça semble peut-être être vraiment précis, mais ça aide de ne pas avoir des chicanes dans la famille une fois que vous êtes parti. Alors, c'est important de penser à ces points ici. Vous pouvez aussi laisser une fiducie, un trust, pour différentes choses. Alors, encore, si vous avez des animaux, puis vous voulez les laisser soit un organisme ou une personne spécifique, vous pouvez créer une fiducie pour prendre soin de les animaux pour leurs besoins. La même chose pour des enfants ou des petits-enfants ou un deuxième mariage. Par exemple, souvent, qu'est-ce qui se passe dans un deuxième mariage? C'est que une personne peut laisser leur succession dans une fiducie pour leur deuxième époux ou épouse pour leur vie. Puis quand l'époux, l'épouse est décédé, s'il reste d'argent dans la fiducie, bien là, l'argent-là va à les enfants de la première personne qui est décédée. Alors, si les enfants n'étaient pas de la même relation. Autant de penser de qui devrait être votre représentant personnel, il y a des points à garder en tête aussi. Alors, de considérer l'âge du testateur et l'âge de la personne que vous voulez nommer. Si vous êtes tous les deux plus âgés, peut-être que c'est pas la meilleure personne. On veut, autant qu'on peut, choisir quelqu'un qu'on espère va être ici quand nous sommes décédés, si possible. On préfère aussi de nommer quelqu'un qui vit en Alberta, si possible. Si la personne ne vit pas en Alberta, c'est certain que c'est plus difficile. Normalement, la Cour ordonne que le représentant doit fournir une caution s'ils ne vivent pas en Alberta. Alors, ça peut causer des délais, puis il y a des coûts associés avec ça aussi, certainement. On veut aussi penser à la personne qui est mieux adaptée pour prendre la responsabilité. Il y a des personnes qui sont bons avec de l'argent ou faire des décisions ou le stress, puis il y a d'autres personnes que peut-être ça ira pas si bien. C'est important aussi de penser de la relation que vous avez avec la personne que vous voulez nommer comme représentant et aussi la relation que le représentant a avec les bénéficiaires de votre succession. Parce que si le représentant déjà ne s'accorde pas avec les bénéficiaires, bien, une fois que vous êtes parti, ça va être même plus difficile. Alors, c'est une importante décision, juste de prendre un peu de temps à penser. Et aussi, dernièrement, quel type de bien à transférer, comme qu'on a discuté à propos de la crypto-monnaie, que peut-être les biens vont aussi vous pousser un peu plus à une différente personne pour être le représentant personnel. Alors, nous avons discuté quelques de ces points, mais encore, au temps de rédiger le testament,
on veut considérer votre situation. Alors, si vous êtes marié, le Dower Act s'applique et cette loi dit que si vous êtes marié, votre époux ou épouse a automatiquement un intérêt dans la maison où ce que vous vivez quand vous êtes décédé. Cela ça n'applique pas si c'est un partenaire et vous n'êtes pas marié. S'il y a un membre de votre famille, alors peut-être un époux ou une épouse, un partenaire ou un enfant qui est dépendant sur vous et qu'ils ne reçoivent pas l'entièreté de votre succession dans votre testament, ils peuvent faire une application à la Cour pour recevoir plus, une plus grosse partie de ce que vous avez décidé de laisser. Ça ne veut pas dire qu'ils vont recevoir plus, mais ils peuvent faire l'application. Aussi, les bénéficiaires, s'ils ont moins que 18 ans et vous n'avez pas nommé quelqu'un pour gérer l'argent qu'ils vont recevoir, souvent le tuteur public sera impliqué. Pour les enfants, comme mentionné, c'est possible de créer une fiducie pour eux, un trust. Et là, vous pouvez décider à quel âge que vous allez donner, qu'ils vont recevoir leur héritance. Alors, vous pouvez, disons, dire à 20 ans, ils vont recevoir 20 000 $ ou 10 de ce qui est en fiducie pour eux. Puis à 25, ils vont recevoir un autre montant et quand ils ont 30 ans, ils vont tout recevoir, qu'est-ce qui reste dans la fiducie. Un autre point à considérer, c'est si vous avez fait des prêts à vos enfants. Alors, est-ce que, et ceci c'est plutôt quand vous avez plus qu'un enfant, mais dans n'importe quelle situation, est-ce que vous avez donné l'argent ou est-ce que c'était un prêt? Si c'était un prêt, est-ce qu'il y avait de l'intérêt? Est-ce que vous voulez que votre représentant personnel reprend ça comme un prêt ou si vous êtes décidé, vous dites, OK, bien à ce point-ci, là, c'est un don. Si ce n'est pas un don, comme dit, on veut savoir s'il y avait des intérêts. Puis c'est important de garder des bonnes notes concernant le montant que vous avez prêté et s'il y a déjà eu des paiements. De plus, si vous voulez donner de l'argent à un de vos enfants pour acheter une maison, c'est très important de faire un contrat pour montrer que c'est un prêt, puis c'est quoi l'intention. Et ça, particulièrement pour protéger vos intérêts. Si votre enfant sera séparé ou divorcé de leur partenaire ou leur époux, ça va protéger vos intérêts puis l'argent que vous avez prêté. Alors, pour décider qui va recevoir votre succession, en général, souvent, les personnes vont donner 100% de leur succession à leur époux ou partenaire. Si leur partenaire les a prédécédés, souvent, la succession va à leurs enfants. Comme qu'on a décidé avant et parlé avant, il faut préciser si les enfants, ils sont des enfants de la relation que vous avez au moment de votre décès. Et on va revenir à ça dans quelques diapositives ici. Pour des bénéficiaires, juste pour faire une note, il y a des biens qui passent hors de votre succession si vous avez nommé des bénéficiaires spécifiques. Alors ça peut être sur une police d'assurance vie, un régime enregistré d'épargne retraite, ce qui en anglais c'est un RRSP, des fonds enregistrés de revenus de retraite,
et les autres qui sont mentionnés là. Aussi, une CELI, alors TFSA, vous pouvez noter un ou plus de bénéficiaires spécifiques. Et là, ces biens-là seront transférés directement aux bénéficiaires, puis ils ne feront pas partie de votre succession. Alors, le transfert est plus rapide, normalement. La valeur du bien ne sera pas comptée dans votre succession. Si votre succession a des dettes, alors parce que le bien a transféré hors de la succession, l'argent ne va pas pour les dettes de votre succession. Juste une note sur ça, c'est que de garder actuellement, je vais revenir à ça plus tard. Je voulais aussi mentionner, par exemple, que souvent des personnes y mettent le nom de leurs enfants sur leur maison ou sur un compte bancaire quand ils sont peut-être un peu plus âgés ou juste pour avoir de l'aide et pour penser que, oh ben, une fois que je suis décédée, la maison va automatiquement aller à mon enfant et ça va être plus facile. Faut vraiment parler avec votre avocat concernant cela parce que c'est pas toujours le cas puis que c'est plus facile parce que la loi, il y a des personnes qui comprennent pas vraiment que la loi dit que si vous avez plus qu'un enfant puis vous avez nommé un enfant sur le titre de votre maison, l'enfant ne recevra pas la maison après que vous êtes décédé. Ça va faire partie de votre succession. Or, si ce n'est pas cela que vous voulez, là, vous devez faire certain que vous avez bien indiqué ça à quelque part, que vraiment la maison s'est donnée à cet enfant une fois que vous êtes décédé. Et c'est la même chose pour le compte bancaire. Il y a souvent des personnes qui disent « Ah oh, ben, le compte, mon fils, il m'aide avec, gérer mes décisions financières. Alors, quand moi, je sois décédée, parce que lui m'a aidé, lui peut garder ce compte-là. Mais en fin de compte, une fois que la personne est décédée, c'est pas comme ça que la loi regarde cela. Alors, c'est important de faire certain que c'est vraiment clair. Si c'est ça, c'est bien ça, votre intention. Une autre partie d'un testament, c'est si vous avez pensé de faire un don à un organisme qui est spécial à vous, puis qui font du travail que vous voulez supporter. Alors, quand une personne devient décédée, l'Agence de revenus du Canada dit que au moment de votre décès ou juste avant, vous avez tout vendu, évidemment, ou rentré tous vos biens. Alors, ça peut causer des effets de taxes. OK. Fait que souvent, les successions, ils ont beaucoup d'impôts à payer. Alors, en parlant avec des professionnels, votre comptable peut-être et votre avocat, vous pouvez trouver une façon de garder autant d'argent, soit pour vos proches ou les organismes, au lieu que l'argent va au gouvernement. Alors, c'est important de planifier ces points-là. Alors, il y a plusieurs façons de faire des dons. Vous pouvez encore nommer les organismes sur une assurance vie ou comme un bénéficiaire sur les biens les actifs qu'on a déjà discutés. Et encore, c'est une opportunité pour vous de décider qu'est-ce qui va se passer avec votre argent après que vous êtes parti pour aller pour les choses qui sont importantes pour vous.
Alors, encore, comme j'avais dit, il y a des effets d'impôt qui sont importants pour votre succession. Un point que souvent les personnes ne pensent pas, c'est que, par exemple, disons que vous avez nommé un bénéficiaire spécifique sur votre RRSP, votre REER. Alors ça ne passera pas par votre succession, mais comme j'ai mentionné, l'Agence de revenus du Canada, eux autres, ils disent, ben avant que vous êtes décédé, vous avez tout sorti l'argent de l'actif. Alors, la personne va recevoir l'argent hors de votre succession, mais ça va être votre succession qui va être responsable pour payer l'impôt sur ça. Alors, toutes ces choses, vous devez juste... c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué et c'est important de juste parler de toutes ces choses-là quand vous êtes prêt à rédiger ces documents. Après le décès, alors la première chose, ça va être qu'ils vont chercher pour le testament. Alors, on veut que ça soit quelque part qui est facile à trouver ou que quelqu'un sait comment le trouver. Alors, on ne veut pas dans une safety deposit box dans une banque. Ça, c'est difficile. Mais si vous avez une place à la maison, si vous laissez savoir à vos enfants où est-ce que la clé, juste pour trouver une fois que vous êtes décédé. Si vous trouvez bien un testament et vous avez nommé un représentant personnel, le représentant que vous avez nommé doit accepter de gérer votre succession. Et ensuite, ils vont déterminer si c'est nécessaire de homologuer votre testament devant la cour du banc du roi de l'Alberta. Ils vont payer les dettes, ils vont faire tout ce qu'ils ont besoin de faire pour gérer la succession. Et enfin, de tout, ils vont distribuer comme c'est noté dans votre testament. Alors, si vous mourrez sans un testament, c'est certain que vos volontés ne seront pas respectées. Peut-être que personne ne va même savoir c'est à quoi que vous désirez qui arriverait avec votre succession. Ça peut certainement causer des gros tracas dans votre famille. La loi va s'appliquer et si vous avez des actifs ou une maison, ça va être nécessaire que quelqu'un fasse une application à la cour pour être nommé comme administrateur de votre succession. Et là, il va avoir des frais juridiques. Et la priorité de qui peut faire l'application est fixée par la loi. Alors, le processus, ça peut être assez long. Comme mentionné, il va y avoir des coûts associés et c'est très stressant. Et le résultat sera peut-être que la personne qui est nommée pour administrer votre succession n'est pas la personne que vous aurez choisie. Et une dernière note de ça, c'est que si vous avez un conjoint survivant et que vos enfants sont de cette relation, toute votre succession va aller à votre conjoint si vous êtes décédé sans un testament. Si vous avez des enfants qui ne sont pas avec la personne dans laquelle vous êtes en relation au moment de votre décès, votre conjoint va recevoir le plus gros montant de 150 000 ou 50 de votre succession. Et ça, le 150 000, c'est une loi qui peut être changée n'importe quand par le gouvernement. C'est juste le montant qui couramment est mis dans la loi. Et ensuite,
s'il reste quelque chose dans la succession, là, vos enfants de votre première relation vont recevoir qu'est-ce qui reste dans la succession après ça. Un autre point qui est très important de penser, c'est que si vous mourrez sans un testament, vos enfants, si vous avez des enfants mineurs ou n'importe quel, si vous avez des enfants, ils vont recevoir tout l'argent au moment qu'ils tournent 18 ans. Alors, vous ne pouvez pas contrôler ça, ça va être automatique. Il y a vraiment personne qui peut faire rien à propos de ça. C'est ça la loi. Aussitôt qu'ils sont adultes, ils vont tout recevoir. Je veux juste faire certain que j'ai... Ah, et aussi, si quelqu'un n'a pas de testament, puis l'autre parent de des enfants mineurs est déjà décédé, encore, ça va être un juge ou une juge qui va décider, après que quelqu'un fait une application, c'est qui va prendre garde de les enfants. Et si la personne décédée n'a pas de testament, n'a pas de famille ou de relation, ben, en fin de compte, c'est possible que tout l'argent va aller au gouvernement. C'est sûr qu'ils font des efforts à trouver de la famille, même s'ils sont éloignés, mais c'est possible que c'est le gouvernement qui va recevoir la succession. Alors, c'est tout ce que j'avais préparé pour aujourd'hui. Alors, Colin puis Ida, je ne sais pas si on a des questions. Ida, est-ce que tu veux que je m'occupe des questions? Ah oui, vas-y, vous pouvez commencer, oui. OK. Oui, Carmen, merci beaucoup. Puis merci beaucoup pour la présentation. Donc, on a quelques questions dans le Q&A. Donc, la première question est, est-ce que le mandataire doit être résident en Alberta / Canada ou est-ce que ça peut être une personne de la famille vivant à l'étranger? Alors, normalement, c'est beaucoup plus facile. Et là, juste pour préciser, un mandataire, alors ça serait sur une directive personnelle ou une procuration perpétuelle. Alors, actuellement, ça, c'est plus facile que si la personne est de l'étranger pour un testament, parce que il y en a que, comme les décisions médicaux, par exemple, peuvent être faites au téléphone. C'est seulement que sur la procuration perpétuelle, so the power of attorney, ça, normalement, c'est beaucoup plus difficile si la personne n'est pas ici en Alberta. Il n'y a pas de règle qui dit qu'il doit être en Alberta, c'est juste que la réalité est que la plupart de ces choses-là doivent être faites en personne. Les banques et les autres organismes, normalement, ils ne laissent pas les personnes le faire en ligne ou ils doivent venir en personne. Alors, c'est ça la difficulté. Merci beaucoup, Carmen. Une autre question. J'aimerais savoir si un précédent existe déjà en français pour un testament ou directive personnelle et procuration perpétuelle en Alberta. Donc, j'imagine la question, c'est est-ce que ça a déjà été testé? Pas autant que moi, je sais. J'ai déjà actuellement eu cette discussion avec la directrice de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta, l'AGFA. Et eux autres personnes, eux autres non plus, ça ne va pas avoir un précédent. Je ne sais pas si c'est quelque chose que les autres vont peut-être prendre la charge de faire, mais pour moi, je ne connais pas qu'on a un précédent. Merci, Carmen. Une autre question ici. Quelle serait une rémunération juste pour un mandataire et un exécuteur? Alors, pour l'exécuteur ou le représentant personnel,
Ça dépend vraiment qu'est-ce qui fait partie de la succession. Alors, en Alberta, normalement, s'il n'y a pas un montant spécifique dans le testament, si ça doit aller devant un juge, on dit que ça devrait être de 3% à 5% de la valeur totale de la succession. Et là, entre le 3 à 5%, on dit, OK, c'était très compliqué. Est-ce qu'il devait vendre beaucoup de maisons ou est-ce qu'il y avait beaucoup de biens? Est-ce qu'il y avait des biens à autres pays? Alors, le plus compliqué, le plus haut, la rémunération la plus haute. Et un peu la même chose pour le mandataire. Alors, le mandataire pour la procuration personnelle, encore, vous pouvez spécifier qu'est-ce que ça va être. J'ai déjà vu, il y a des personnes qui disent comme c'est 1500 $ par année, peut-être. De plus, ils devraient être remboursés pour leurs dépenses s'ils ont des dépenses vraiment spécifiques à cause de leur rôle. Puis la même chose pour les testaments. Aussi, ça va dépendre s'il y a une fiducie ou un trust qui est mis dans le testament. Parce que les fiducies, si vous avez des enfants très jeunes, c'est possible qu'ils vont être là pour 15 ou 20 ans. Alors, normalement, on dirait qu'il devrait avoir un montant pour chaque année qui font le travail. Si ce n'est pas spécifié dans le testament, le représentant personnel, une fois qu'il est prêt à distribuer la succession, normalement, il ou elle vont faire un rapport aux bénéficiaires, puis ils vont suggérer qu'est-ce qu'eux autres ils pensent, ils accepteraient comme rémunération. Et si les bénéficiaires acceptent, ça va. Il n'y a pas besoin d'aller devant un juge. So, j'espère que j'ai répondu ça, mais s'il y a d'autres questions, certains. C'est une réponse très approfondie. Merci beaucoup, Carmen. Oui. On a deux questions ici qui tournent autour du même sujet. Donc, la question est, si les deux parents décèdent et il y a un enfant de moins de 18 ans, est-ce qu'une personne à l'extérieur du Canada peut avoir la garde des enfants? Est-ce qu'on peut désigner une personne habitant en dehors du Canada? Oui, c'est possible, certainement. Il n'y a pas de loi qui restricte cela. Ça sera peut-être un peu plus compliqué, là, mais non, il n'y a rien qui dit que vous ne pouvez pas faire ça. Merci. Une autre question ici. Est-ce qu'un testament rédigé au Québec est valide en Alberta? Il peut être valide, ça dépend vraiment sur où sont vos biens réels. Alors, si vous avez une maison en Alberta, normalement, on va suggérer que vous devriez avoir un testament qui est rédigé ici. Mais si vous avez juste des actifs, des comptes bancaires, là, il n'y aura pas de raison que vous aurez besoin d'un testament d'ici. On veut juste faire certain que les personnes que vous avez nommées dans votre testament du Québec, encore, ils peuvent être votre représentant personnel. Ça, c'est plutôt normalement où il y a peut-être des changements. Une autre question ici. Est-ce qu'un couple peut faire un seul testament ou chaque époux doit-il préparer le sien séparément? Chaque personne doit préparer leur testament séparément. Pour les couples, il y a une option que vous pouvez faire, et pardon, je ne sais pas le terme en français, mais on appelle ça en anglais des mirror wills. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le couple, ils font leur testament qui sont vraiment exactement la même, except qu'ils donnent à eux autres mêmes, puis après ça, si eux autres sont
prédécédés, ils donnent aux mêmes personnes. Puis s'ils veulent faire un mutual will, ça veut dire qu'ils signent un contrat qui dit, une fois que moi, la première personne est décédée, la deuxième personne ne peut pas changer leur testament. Alors, ça les contraint vraiment. Si, par exemple, ils ont dit qu'ils vont donner tout leur argent à un organisme, à l'AGFA, disons, ou à la Fondation franco-albertaine, puis la première personne est décédée, bon, puis la deuxième personne a décidé, oh non, moi, je ne veux plus donner ça. Ils ne peuvent pas le changer. Alors, c'est la seule chose avec les couples que c'est possible de vraiment arrêter la personne de changer leur testament après que la première est décédée. Normalement, on voit ça plutôt quand les personnes sont peut-être plus jeunes, puis ils pensent peut-être, ben, une fois que moi je suis décédée, mon époux va marier quelqu'un d'autre, puis après ça, ils vont laisser tout l'argent à leur nouvelle épouse et pas à nos enfants, quelque chose comme ça. Mais pour la cour, chaque personne doit avoir leur testament propre, parce qu'évidemment, on espère que vous ne serez pas décédés au même moment. Alors, les successions vont être séparées. Mais vous pouvez tout laisser à votre partenaire ou votre époux. Merci. Deux questions ici qui tournent un peu autour du même sujet, donc un peu en deux parties. Donc, on demande, est-ce qu'une personne peut rédiger elle-même un testament ou doit-elle passer par un notaire ou un avocat? Et parce que je pense que ça a un lien avec les testaments holographes. La deuxième question, c'est, dans le cas d'un testament holographe, doit-on le déposer quelque part pour être reconnu officiellement ou juste le garder chez soi dans un endroit connu? OK. Malheureusement, en Alberta, nous n'avons pas un registre pour les testaments. Je comprends qu'ils n'ont un au Québec, puis ça serait très bien si on aurait ici. Alors, il n'y a pas de place d'enregistrer vos testaments, c'est juste de les garder à quelque part où ce que votre représentant sera capable de le trouver. Puis ça, c'est si c'est un testament formel ou holographe, n'importe. En cas de voir un avocat, ce n'est pas nécessaire de voir un avocat. C'est nécessaire de suivre qu'est-ce que la loi dit pour rédiger les testaments. Alors, avoir les deux témoins tous ensemble. Il y a aussi un document qu'on prépare en même temps au testament que la Cour, c'est nécessaire pour faire homologuer le testament. C'est un affidavit d'un des témoins. Alors, c'est pas nécessaire, mais c'est important de faire certain que la loi a été suivie pour que le testament soit accepté. Et en lien avec cette question-là, on a une nouvelle question qui vient de rentrer qui demande si on utilise un formulaire en ligne pour créer notre testament, est-il valide ou est-ce qu'il faut passer par un notaire ou un avocat? Encore, cela en ligne, c'est important juste d'avoir l'information qui est nécessaire et encore de suivre la loi. Alors, si c'est imprimé en ligne et vous suivez la loi concernant les témoins et avoir l'affidavit, c'est possible que ça sera accepté. C'est pas avoir un avocat, c'est pas nécessaire. Il n'y a pas de document qu'on doit signer, qu'on a donné des avis juridiques. C'est certain que si on prépare des testaments, on garde nos notes et on a toute cette information, mais ce n'est pas nécessaire pour faire homologuer le testament. Mais comme je dis, c'est important de suivre les directions qui sont dans la loi. Et aussi, c'est très important n'importe si c'est préparé avec un avocat ou non,
de ne pas écrire sur le testament une fois qu'il est signé par tout le monde. Ça, c'est très important. Et on a une autre question ici. Si je rédige un testament, OK, j'ai un seul enfant, mais je compte avoir 2 autres enfants. Si je décide de rédiger un testament aujourd'hui, est-ce que je peux mentionner mon enfant actuel ainsi que mes futurs enfants? Ou est-ce que je devrais le mettre à jour après chaque naissance? Normalement, on suggère que vous devriez au moins regarder votre testament quand il y a un gros changement dans la famille, soit qu'il y a un changement dans les bénéficiaires ou les personnes que vous avez nommées comme représentants, s'il y a un divorce, une séparation. Quand ça vient aux enfants, c'est certain qu'on peut juste écrire je laisse ma succession à mes enfants qui me survivent. Alors, ça, c'est pas nécessaire de nommer un enfant ou 2 enfants spécifiques. Ça va être juste les enfants que vous avez au moment de votre décès. Alors, vous pouvez, s'il y a un certain bien que vous voulez donner à un enfant, c'est certain, vous pouvez nommer quelqu'un de spécifique. Mais comme je dis, on peut être général aussi. Alors, ça peut être fait maintenant. Puis honnêtement, je dirais, c'est une bonne idée. Pour moi, n'importe votre âge ou votre situation ou quelle sorte de bien que vous avez, c'est vraiment important pour tout le monde d'avoir ces 3 documents ici. Et honnêtement, pour moi, souvent, la procuration perpétuelle et le directif personnel est même plus important peut-être que le testament parce que moi, je suis encore en vie. C'est encore mes biens, puis on espère que je vais revenir, puis je vais retrouver ma capacité. Alors, vraiment, les 3 documents sont vraiment importants. Puis, comme je dis, tout le monde devrait les avoir parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer dans la vie. Merci beaucoup. Merci, Carmen. Vous avez déjà un peu couvert cette question dans votre présentation, mais peut-être un rappel. À combien sont estimés les honoraires d'un avocat pour la rédaction du testament? Puis je sais que ça peut beaucoup varier. euh, Oui, ça peut beaucoup varier. Je vais dire de qu'est-ce que moi je comprends. Souvent, c'est alentour de, je dirais, 1300 à peut-être 2000 à préparer les 3 documents pour un couple. C'est certain que s'il y a quelque chose de plus spécifique, s'ils ont besoin d'une fiducie pour quelqu'un qui reçoit H ou quelque chose comme ça, il peut avoir des frais plus élevés. C'est possible qu'il y a des avocats qui vont préparer les documents pour moins que ça. Pour moi, je vois ça, c'est comme de l'assurance, honnêtement. C'est pour assurer que votre volonté est suivie puis que vos proches ils se chicanent pas. Puis, disons que ça coûte 2000 pour un couple. S'il en a besoin de même une application à la cour, c'est presque 2 fois ça. Juste une application, c'est tout de suite. Alors, je sais que c'est beaucoup d'argent, mais si on regarde ça dans toute votre succession, c'est beaucoup moins que ça pourrait vous coûter si vous n'avez pas les documents ou si vous allez voir quelqu'un qui peut-être pratique pas régulièrement avec des testaments et des successions. C'est important particulièrement si vous avez beaucoup de biens et des différentes choses à gérer, c'est important de voir un avocat qui pratique régulièrement avec ça et qui sait qu'est-ce qui se passe ces jours ici et faire certain que tous les 3 documents ont qu'est-ce qu'ils ont besoin. Juste pour vous laisser savoir, il y a un mois, j'ai dû aller devant un juge
c'était une situation urgente parce que le mandataire sous une procuration perpétuelle n'avait pas le droit de vendre la maison de la personne et la personne était déjà ne pouvait plus rester à la maison, puis honnêtement, il avait déjà vendu la maison par le temps qu'ils ont découvert que vraiment, il n'avait pas le droit de vendre la maison. Alors, c'est important. Puis cette application urgente a coûté beaucoup plus que, avoir un document qui est bien rédigé. Merci beaucoup, Carmen. Il n'y a plus de questions dans le Q&A en ce moment. Donc, je vous remercierai beaucoup. Il y avait une question tout à l'heure. Est-ce que la session est enregistrée? Oui, la session est enregistrée et elle sera partagée sur la chaîne YouTube de l'Edmonton Community Foundation et ainsi que sera repartagée sur le site web de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta ainsi que la Fondation franco-albertaine. Je vais repasser la parole à Noel pour peut-être les mots de la fin. Sur mute, Noel. Désolé. Merci, Colin, et merci, Carmen. That was a wonderful presentation from what I could understand. I can understand French a lot better than I can speak it. So thank you for sharing. As Colin just mentioned, yes, it is going, this session was recorded. It will be available on the ECF YouTube channel. It will also be on the ecf.ca channel, which is right above my finger here, ecf.ca. And there are still a few sessions left for the week, so please be sure to check if there are other sessions that you would like to tune into. We'd love to have you join us. So thank you, Carmen. Thank you, Colin. Thank you, Ida and Lumiere, for your partnership. And I think our listeners have enjoyed it very much as well. So with that, I will stop the recording and I will wish everyone a great rest of your day. Thank you. Merci à tout le monde.